Au cours d'une bataille acharnée et sanglante, un soldat en armure se tient devant un éclair lumineux d'énergie bleue. La source du flash est un être cosmique, levant les mains vers le haut, comme s'il en formait quelque chose. Un éclair lumineux se transforme en un portail d'où des hordes de monstres assoiffés de sang s'approchent comme un essaim. Le soldat, avec tension et horreur dans les yeux, observe l'armée ennemie, dirigée par le monstre le plus dangereux et le plus grand apparu de l'espace. Ce monstre est un dragon géant, éclipsant même l'immense portail derrière son dos avec ses ailes gigantesques. Le feu engloutit le soldat, mais une force mystérieuse le transforme, aidant à maîtriser les flammes. Il devient l'un des nombreux combattants appelés surhumains qui ont combattu les monstres et ont presque gagné. Au dernier moment, le dragon disparaît dans le portail, donnant au soldat un regard de rage de ses yeux jaunes de feu. L'oracle surhumain a prophétisé que cette terrible menace reviendrait dans 15 ans. Afin de contrer la menace imminente, les gens ont créé une institution pour le développement des superpuissances appelée ARC. Il comprenait des enfants dotés de super pouvoirs innés, préparés pour la bataille décisive finale avec l'ennemi. Cependant, pour protéger leur planète, le monde humain doit agir à la limite de ses capacités. Car il ne restait que 3 ans avant l'apparition de l'ennemi. Un soldat dans un exosquelette blindé marche lourdement dans l'obscurité, serrant fermement son fusil, guettant ses adversaires à travers une visière rouge vif. L'attention du soldat est attirée par une mystérieuse lueur bleue apparue soudainement de nulle part. Quelques secondes plus tard, l'obscurité est coupée par une explosion bleu vif, qui se matérialise après quelques secondes en un immense portail, d'où sortent des monstres en foule immense. Le soldat appuie sur la gâchette dans un craquement mécanique, déversant une pluie de plomb sur les créatures. Un à un, les monstres tombent au sol, mais de nouveau prennent immédiatement la place de chaque vaincu. Il est impossible de dire combien de temps s'est écoulé dans cette canonnade assourdissante de tirs et de cris de créatures vaincues d'un type et d'une taille sans précédent. Au bout d'un moment, le dernier ennemi se tait et le soldat, appuyant toujours sur la gâchette, se rend compte qu'il n'a plus de cartouche. Le bref calme est aussitôt rompu par une nouvelle explosion d'énergie bleutée, aveuglant le soldat fatigué. S'étant légèrement habitué à la lumière vive, le soldat voit qu'il s'agit d'un nouveau portail, d'où s'approche une silhouette géante menaçante. Le monstre s'avère être un dragon, transperçant le soldat d'un regard étrange aux yeux de feu et d'un cri assourdissant. Une horreur accablante s'empare du soldat, supprimant ses dernières forces pour combattre, et il se penche avec lassitude, laissant tomber son lourd fusil au sol. L'exosquelette est englouti par des flammes vives qui le consument instantanément, mais le feu s'efforce d'atteindre celui qui se trouve à l'intérieur. Une douleur insupportable, comme si on lui arrachait la peau, se propage dans tout le corps du soldat, et il pousse un cri déchirant. Toutes les sensations, des monstres vaincus et un terrible dragon se mélangent et tourbillonnent instantanément, comme dans un tourbillon, et le soldat se réveille avec des sueurs froides. Après avoir rapidement regardé autour de lui, il se retrouve dans une pièce dans laquelle le soleil de l'aube pénètre à travers une petite fente dans les rideaux comme un fin fil d'or. S'étant rapidement remis d'un autre cauchemar, le soldat se souvient qu'aujourd'hui les derniers conscrits leur arrivent. Le bourdonnement des hélicoptères s'entend loin dans le ciel, dont un s'amplifie à approche d'une immense île qui ressemble à une base militaire. Il n'y a qu'un seul passager dans l'hélicoptère, regardant d'un air détaché et habillé comme un vagabond des rues. Ce passager s'avère être un très jeune homme, pensant intensément à quelque chose et regardant autour de lui, attendant ce qui lui arrivera ensuite. Dans une petite pièce, sous la lumière vive d'une lampe, un gars a une conversation, d'où il s'avère que le garçon de l'hélicoptère s'appelle Lian, et il n'a que 10 ans. Mais à son âge il avait déjà le chef d'un gang de saboteurs orphelins. L'interlocuteur de Lian est un militaire de haut rang, qui informe immédiatement que le personnage principal ne va pas en prison et lui demande si le garçon connaît l'existence de l'installation ARK. Lian répond calmement que l'ARC est une institution pour le développement de capacités surhumaines et demande s'il pense vraiment qu'il est un surhomme. Le militaire loue l'intelligence du protagoniste et dit qu'il commence maintenant une nouvelle vie bien nourrie, dans laquelle il peut même dormir sur un lit normal. Lian s'emporte en colère, affirmant que contrairement à lui, la vie de ses frères n'a en rien changé et affirme qu'il n'ira au CRA que si l'armée prend la responsabilité d'eux et prend soin de leur nourriture et de leur logement. Le militaire fronce les sourcils en pensant, mais accepte bientôt, disant qu'ils assumeront la responsabilité des frères de Lian. Cependant, le militaire prévient immédiatement le garçon que leur accord durera exactement aussi longtemps qu'il restera au CRA. Lian accepte de telles conditions sans hésitation et part. Après un certain temps de voyage, le bruit des pales de l'hélicoptère commence à s'atténuer et la porte arrière, avec un fort grincement, commence à s'abaisser lentement, l'éclairant d'un soleil éclatant. Lian se retrouve sur la piste d'une immense île où va désormais se dérouler sa nouvelle vie. En descendant, Lian se souvient des paroles du militaire selon lesquelles les super-pouvoirs sont basés sur les rangs et que son rang est bas, il devra donc tout faire pour survivre et sauver ses frères. Sur le chemin du garçon se trouve un immense bâtiment sans fenêtre surmonté d'un énorme logo ARK. Lian regarde vers l'avant avec confiance, se préparant à relever tous les défis pour le bien de ses frères,
quand soudain son attention est attirée par le cri d'un enfant. En se retournant, Liane remarque une foule d'enfants qui regardent le combat avec animation et décide de s'approcher d'elle. Il s'est avéré que la foule avait encerclé 2 enfants. L'un gisait au sol et tentait de se remettre du coup, ne retenant pas ses larmes, tandis que le second se moquait de son impuissance. L'agresseur est un garçon aux yeux verts et aux cheveux blonds assez richement habillé, qui dit qu'en raison de la faiblesse de son adversaire, les conscrits sont considérés comme des héros sans ballettes. La foule confronte le blond en se demandant qui et pourquoi il est meilleur que les autres, puisqu'il se permet de tels ébats. Le garçon blond se retourne, lançant à la foule un regard menaçant, et l'un de ses yeux s'éclaire d'un bleu vif. Les mains et les yeux du garçon émettent un feu bleu et il dit à la foule que ses capacités innées sont inaccessibles pour des gens comme eux. Le garçon, avec un sourire maléfique, influence la pierre avec une force inconnue, ce qui la fait également s'allumer et voler un peu au-dessus de sa paume. Au milieu des cris d'une foule stupéfaite, le gars vise son adversaire impuissant, se demandant s'il sera renvoyé chez lui s'il est blessé. En criant que son adversaire rentre chez lui, le garçon blond envoie une pierre à un enfant assis par terre avec le pouvoir de ses pensées. Au dernier moment, Liane parvient à attraper la pierre volant à grande vitesse avec sa main. Tenant une pierre fumante dans sa main, le personnage principal, avec un air ennuyé, dit que le lancer était si lent qu'il aurait été plus rapide de le lancer simplement avec sa main. Dans une grimace déformée par la colère et l'agacement, le blond demande à Liane qui il est. Liane, fronçant les sourcils, se présente au garçon comme étant son professeur de bonne manière. Une bagarre éclate entre les gars et un homme mystérieux en uniforme militaire commence à s'approcher de la foule qui hurle bruyamment. Un grand cri d'injure fait taire la foule, et le combattant Liane et le blond se figent et se tournent vers la source du cri. Il s'avère qu'il s'agit du même soldat souffrant de cauchemars qui, dominant les enfants, s'approche des instigateurs du combat en les transperçant d'un regard glacial. Fronçant les sourcils, le soldat ordonne à Liane et au garçon blond de rester immobiles. Le soldat demande d'un ton de fer les noms des instigateurs du combat, en regardant chacun d'eux avec une expression sévère. Comme s'il rapprochait instinctivement ses jambes et joignait ses mains à ses côtés, le garçon blond prononça son nom clairement, Del Simon, tandis que Liane se présenta de manière habituelle, prononçant son nom plus calmement. Le soldat demande à Del Simon si son super pouvoir s'est manifesté, étant donné qu'il suivait une formation, ce à quoi Del Simon a répondu que jusqu'à présent, il n'avait que des compétences en télékinésie. Le soldat interrompt les timides tentatives d'explication de Del Simon avec un puissant coup dans le ventre, faisant tomber l'enfant au sol, respirant à peine. Le soldat réprimande Del Simon, affirmant que relever le nez alors qu'une seule superpuissance est réveillée est une impudence impardonnable. Après cela, le soldat tourne son regard vers Liane, lui disant qu'il approuve son désir d'aider ceux qui sont les plus faibles. Cependant, immédiatement après cela, Liane, parce que ses capacités sont encore inférieures à celles de Simondel, reçoit également un coup violent, le jetant au sol comme s'il ne pesait rien. Liane et Simondel ont du mal à reprendre leurs esprits lorsque le soldat dit aux autres que leur première année scolaire commencera dans 3 semaines et que ceux qui ne feront pas preuve de super pouvoir au début seront expulsés. Le soldat se présente sous le nom de John Red, disant qu'il est leur instructeur, qui les transformera de biodéchets en combattants surhumains qui devront vaincre le dragon et son armée. Après avoir terminé son discours d'ouverture, John Red annonce le début de l'entraînement, qui consiste à courir autour du stade jusqu'à ce qu'ils disent d'arrêter. Après avoir mesuré à nouveau les enfants avec un regard froid, John Red donne aux enfants l'ordre de courir et de marcher. Au cours d'une course épuisante, John Red crie que s'arrêter avant l'équipe entraînera une expulsion automatique, mais pour l'IA, de telles charges sont assez familières. Plusieurs étudiants ne peuvent pas le supporter et tombent au sol, mais l'instructeur John Red leur crie dessus sans relâche, les traitant de déchets inutiles et leur ordonne de s'enfuir pour ne pas déranger les autres. Pendant que les enfants, abandonnants et incapables de supporter la charge, rampent hors du chemin, Liane continue de courir, pensant que le travail physique ne le dérange pas du tout, mais il reste toujours incertain de ses super pouvoirs. En regardant Simondel, tout aussi obstinément en avant, Liane se demande s'il peut éveiller ses super pouvoirs, ou même s'il les possède. Pendant ce temps, un autre cadet ne peut pas supporter la charge, ralentissant, essayant de résister à ses jambes bancales, n'essuyant même pas la sueur de son front à cause de la fatigue accumulée. Ce cadet, tombant impuissant au sol, s'avère être le même garçon dont Liane avait pris le parti il n'y a pas si longtemps, mais maintenant ses forces l'ont complètement quitté. L'instructeur John Red se tient au-dessus de l'élève épuisé, ordonnant toujours avec mépris et sans pitié au gars qui respire à peine de rentrer chez lui. Cependant, Liane court vers le garçon allongé sur le sol et l'aide à se relever, après quoi il continue de courir plus loin avec lui, disant que le garçon n'a pas encore dit qu'il avait abandonné. L'instructeur John Red ne s'oppose pas à cette démonstration d'altruisme, les regardant d'un air sévère. Au coucher du soleil, un fort coup de sifflet retentit et John Red donne l'ordre à tous ceux qui sont encore debout de s'arrêter. Pendant que les enfants épuisés tombent au sol et reprennent leur souffle,
le moniteur compte le nombre de participants restants et annonce que sur 73 participants, il en reste 40. Cependant, l'instructeur John Red s'empresse de dire que cette course n'est qu'un échauffement pour le véritable entraînement, et ils répéteront cet échauffement tous les jours. La journée suivante pour les cadets commence à 5 heures du matin avec la même course épuisante, qui dure 3 longues heures. Après la course, les enfants font une courte pause pour le petit déjeuner, après quoi tout le monde se rend au cours du matin, à partir de 9 heures du matin. En classe, l'instructeur John Red explique aux élèves que la source des super-pouvoirs se trouve quelque part à l'intérieur de leur corps et qu'ils doivent se concentrer sur sa recherche. Liane essaie de le retrouver avec son image intérieure, d'abord dans sa tête, puis essaie de regarder dans son cœur, mais jusqu'à présent, tout cela a échoué. À 12h30 de l'après-midi, Liane décide de s'asseoir à la même table que le garçon qui l'a aidé le tout premier jour au CRA et l'appelle par son nom, Kuro. Kuro est le seul ami de Liane dans l'institution et dans la vie en général, alors ils décident de manger ensemble. Au milieu d'une conversation avec Kuro, Liane croise les yeux de Simondel alors qu'il passe par là. Les deux échangent des regards arrogants et en colère et Simondel part alors que Kuro révèle qu'il a entendu parler de Del suivant un cours pour enfants surdoués au Royaume-Uni, ce qui explique son arrogance. Liane dit qu'il est ennuyé par Simondel, mais lui attribue le mérite d'avoir maîtrisé la télékinésie avant tout le monde, ce à quoi Kuro fait remarquer qu'il peut également utiliser la télékinésie, surprenant Liane. Après les cours du soir, une course et une douche avec appel, les enfants se préparent à aller au lit, mais la nuit, Liane ne peut pas dormir. Allongé sur le lit, Liane est tourmenté par l'idée qu'il est inhabituel pour lui de vivre dans de si bonnes conditions, mais il prend la décision volontaire d'endurer toutes les épreuves pour le bien de ses frères. 2 semaines plus tard, de nombreux étudiants développent la capacité de télékinésie, mais Liane éprouve toujours de grandes difficultés. N'ayant découvert aucun super pouvoir en lui, il décide donc de faire un pas désespéré. Simondel est assis avec son ami sur un banc et parle de quelque chose, quand soudain son ami montre quelqu'un avec surprise et il se retourne. En voyant celui que son ami montre du doigt, Simon dit avec dédain qu'il est surpris qu'il soit venu vers lui et demande de quoi a besoin son nouvel interlocuteur. L'interlocuteur s'avère être Liane, qui dit que Simon sait déjà pourquoi il est venu, ce à quoi Simondel devine que Liane a besoin de connaissances sur la théorie de l'éveil des superpuissances. Simondel, souriant malicieusement, invite Liane à s'incliner devant lui en échange de connaissances. Liane décide que sa fierté n'a plus d'importance maintenant et s'agenouille devant Simondel abasourdi. Regardant Simon avec un regard calme, Liane lui demande de lui apprendre la théorie de l'éveil des superpuissances. Simondel, sans y réfléchir à 2 fois, accepte et demande à son ami de lui donner un crayon bien aiguisé. S'approchant de Liane, Simondel, sans dire un mot, se précipite soudainement, lui perçant la poitrine avec un crayon. Un hélicoptère de transport vole lentement dans le ciel lumineux d'été, émettant un bourdonnement familier aux habitants de la base. L'instructeur John Red se penche par la fenêtre, fumant un cigare tandis que ses cheveux blonds flottent dans le vent fort provenant des pales de l'hélicoptère. L'instructeur pense que le temps a passé si vite qu'il n'a pas remarqué comment était arrivé le jour même de l'inscription, quand soudain il a entendu des pas rapides devant la porte de la salle. Tirant rapidement la poignée de la porte, un petit scientifique chauve entra dans la pièce de bonne humeur, disant qu'il savait qu'il trouverait le sergent Red ici même. Après avoir salué un scientifique nommé Octo, le sergent a écouté avec irritation la remarque ludique du scientifique selon laquelle il était interdit de fumer dans cette pièce et lui a demandé pourquoi il était venu. S'asseyant sur une chaise, Octo a déclaré qu'il avait décidé de regarder la cérémonie d'enrôlement des cadets et a demandé ce que le sergent en pensait. Le sergent, à sa manière habituelle, a déclaré que les recrues n'étaient qu'un tas de chair à canon, mais que 2 d'entre elles étaient capables d'être au moins utiles d'une manière ou d'une autre. Le sergent considère Della Simon comme la première recrue digne, notant que même si son caractère est extrêmement mauvais, ses compétences sont au-dessus de tous les éloges. Octo précise que Simon est un brillant diplômé de l'Institution royale de formation des surhumains, trouvant en lui des similitudes avec lui-même. Parlant de la 2e recrue, le sergent John Red rappelle comment Liane a aidé Kuro le premier jour d'entraînement, affirmant qu'il avait beaucoup plus de force que les autres. Cependant, le sergent note que même s'il fera un soldat idéal, cela ne suffit pas pour l'arc. Le sergent, plongeant plus profondément dans ses souvenirs traumatisants, sympathise avec Liane, réalisant que l'ARK a besoin de surhumains, pas seulement de personnes, et que si une recrue n'a pas de super pouvoir, alors elle n'a pas sa place ici. Le scientifique, sans attendre le nom de la 2e recrue, décide de raconter au sergent une intrigue sur ce que les recrues l'appellent, mais le sergent est devant lui, supposant à juste titre que l'instructeur est traité de fils de pute dans son dos. L'instructeur John Red se tient devant une file de jeunes recrues leur disant qu'aujourd'hui sera la première année d'inscription. Le sergent prévient cependant les recrues qu'il est trop tôt pour se réjouir et que seuls ceux qui sont prêts à utiliser leur super pouvoir au combat peuvent s'enrôler. Kuro, réalisant que Liane n'a développé aucune capacité, le regarde avec regret et anxiété,
mais Liane est déterminée. Le sergent dit que pour réussir le test, il suffit de démontrer le super pouvoir le plus simple, la lueur des yeux, appelé effet externe. Le sergent ajoute que toute personne capable de reproduire l'effet extérieur doit s'aligner à côté du génie. Le sergent désigne également les agents en costume noir de l'autre côté du génie et précise que ceux qui ne peuvent rien démontrer seront ramenés chez eux par des agents en hélicoptère. Parmi les agents se trouve un militaire qui avait précédemment promis à Liane qu'il prendrait soin de ses frères en échange de sa présence dans les installations de l'arc. Les recrues repartent à leur place, certaines, écrasées par l'amertume de l'échec, ne cachent pas leurs larmes. Liane reste debout comme enchaînée au sol, plongée dans ses réflexions sur les événements récents. Kuro regarde le personnage principal avec le désespoir dans les yeux, ne voulant pas se séparer, prononçant silencieusement son nom. Liane tient la main sur son cœur alors qu'il se concentre sur l'expérience récente que Simon Del lui a donnée. Après que Simon ait percé Liane avec un crayon dans la région du cœur, la première émotion du protagoniste a été la perplexité et la colère mêlée à une terrible douleur dans la poitrine. Liane, respirant fort, dit à Simon qu'il préférait le tuer plutôt que de lui apprendre quelque chose, ce à quoi Simon se contenta de secouer la tête. Del a rétorqué que la blessure était superficielle et que Liane devait se concentrer sur cette douleur car c'était l'aspect le plus important de l'éveil du pouvoir. Selon Simon, cette blessure est désormais un canal de pouvoir à travers lequel il peut extraire de l'énergie. Et Simon a également ajouté que sans blessure, il est impossible d'éveiller son super pouvoir, même s'il tient son cœur pendant une semaine entière. Simon rend le crayon à son ami, mais celui-ci refuse catégoriquement de prendre l'instrument sanglant. Tandis que Liane se demande silencieusement comment Simon a pu savoir que la source de son pouvoir se trouve dans le cœur. Cependant, à partir de ce jour, Li a finalement commencé à ressentir une énergie intérieure qu'il ne pouvait pas contrôler. Mais malgré tous les changements, Liane ne comprenait pas ce qu'il fallait faire pour donner libre cours à son super pouvoir intérieur. Les pensées du protagoniste sont interrompues par l'instructeur John Red, criant fort et furieusement son nom. Le sergent crie à Liane qu'il est le dernier à rester et qu'il doit se tenir dans la formation appropriée et ne pas rester immobile. Liane rassemble toute sa volonté dans un point et, avec un soutien mental, Kuro tente d'éveiller sa force intérieure. Le défi de Liane met tellement le sergent en colère qu'un de ses yeux commence à briller et que des veines dépassent de son visage. Le sergent s'approche rapidement de Liane et le regarde d'un air menaçant, lui disant qu'un soldat doit toujours obéir aux ordres de son supérieur. Ne voyant aucun autre changement dans le comportement du protagoniste, le sergent se balance de toutes ses forces pour frapper Liane pour son insolence. Liane remarque le stylo dans la poche de poitrine du sergent et se rend compte que le moment de vérité est arrivé. Cependant, une fraction de seconde plus tard, un coup puissant frappe Liane, l'envoyant voler à travers le sol. Cependant, Liane a réussi à prendre la plume du sergent, ce qui l'aidera à démontrer sa force. Liane agite son stylo devant le sergent abasourdi, qui ne s'attendait pas à ce que le personnage principal soit si rapide qu'il parviendrait à lui prendre le stylo. Pour ouvrir suffisamment le canal du pouvoir, Liane se perce la poitrine de toutes ses forces au niveau du cœur avec un stylo, devant un public étonné. Le sergent en colère attrape Liane, lui demandant s'il allait vraiment mourir ici et maintenant. Cependant, retenant à peine ses larmes à cause d'une douleur incroyable, Liane regarde le sergent avec des yeux brillants, réussissant ainsi le test d'entrée. Soupirant de déception, le sergent John Red libère Liane avec dégoût. Alors que Liane est allongée au sol, le sergent se retourne et s'en va, disant au personnage principal qu'il n'a jamais rencontré une telle médiocrité. Mais après avoir fait quelques pas, le sergent se retourne et dit que malgré tout, Liane méritait au moins des félicitations pour son enrôlement. Liane soupire lourdement, s'occupe du sergent avec des yeux toujours brillants, essayant de bien comprendre ce qui s'est passé. Le personnage principal a été accepté dans l'institution Arc, et maintenant son difficile voyage ne fait que commencer, mais malgré la douleur aiguë dans son cœur, la même détermination est visible dans ses yeux. Son ami Kuro court joyeusement vers le personnage principal, sans retenir ses larmes, lui demandant comment il se sent. À la suite de Kuro, le scientifique Octo s'approche de Liane, qui le félicite pour son inscription et lui offre un précieux cadeau. Ce cadeau s'avère être une montre raffinée qui, à première vue, ressemble à une montre ordinaire. Cependant, il s'avère immédiatement qu'il ne s'agit pas simplement d'une montre, mais du dernier appareil développé par Octo, qui sert d'identification personnelle aux conscrits. Les tentatives pour expliquer comment utiliser l'appareil sont interrompues par le sergent Red criant que la compagnie doit se rassembler pour être divisée en classes distinctes. Le sergent explique que le système de notation de l'arc est ABCD et que le grade auquel les recrues sont placées est déterminé par leur performance au cours d'une période de 3 semaines. Le sergent note qu'être dans une certaine équipe n'est pas permanent et que, grâce au mérite et au travail acharné sur vos capacités, vous pouvez augmenter votre rang, passant ainsi à une autre équipe. Le sergent félicite les recrues restantes, leur faisant immédiatement peur en sachant qu'il le traite de fille de pute dans son dos. Le sergent, avec un sourire diabolique,
assure aux recrues qu'il n'est pas seulement un fils de pute, mais le fils de pute le plus méchant et le plus terrible qu'ils aient jamais connu et connaîtront jamais. Une seule recrue entre en classe A, et il s'avère que c'est Simondel, qui a démontré le plus haut niveau de ses capacités. Kuro, ainsi que 4 autres recrues ayant montré de sérieuses capacités télékinésiques, sont placés en classe B. Lien tombe dans la classe D la plus basse, mais cela ne le dérange pas du tout, et il ne doute pas qu'il améliorera son rang. Le sergent dit que les classes A et B viennent pour lui, et que les classes I et D viennent pour le nouvel instructeur Weishen. L'instructeur Weishen, qui ressemble à un énorme rocher, ne semble pas moins menaçant à première vue que l'instructeur John Red. Cependant, l'instructeur Wei détruit immédiatement cette image en affichant un large sourire, affirmant que malgré les difficultés qui attendent les recrues, elles s'en sortiront si elles essaient. Au commandement de marché, les deux groupes commencent à se disperser dans des directions différentes. Simondel et Lian se regardent et se séparent, chacun perdu dans ses propres pensées. Lian reste calme, ne montrant pas qu'il souffre beaucoup en ce moment, et dit à Kuro de ne pas être triste, car très bientôt ils seront dans la même classe. Kuro, ne cachant toujours pas ses larmes, part dans l'autre sens, se contentant de crier joyeusement à fin. L'instructeur Weishen ordonne avec enthousiasme aux deux équipes de le suivre au gymnase. Le gymnase ARK était un immense bâtiment où toutes les recrues passaient énormément de temps à perfectionner leurs compétences. L'instructeur Weishen était en excellente condition physique et a utilisé une lance d'entraînement pour démontrer les techniques. La vitesse et l'habileté de l'instructeur avec les ânes étaient au-delà de toute description et ont grandement impressionné les jeunes cadets. L'instructeur Wei a décidé de répondre à la question silencieuse des recrues sur la raison pour laquelle elles auraient besoin de savoir manier les lances et les épées si elles voulaient combattre un dragon. Selon l'instructeur, les combattants doivent manier des armes énergétiques, et il n'y a rien au monde qui puisse contenir une charge mentale d'énergie, à l'exception de la peau et des os d'un dragon. L'instructeur a ajouté que les seules armes qui peuvent nuire aux dragons sont les armes fabriquées à partir de composants de dragons. Lian a demandé à l'instructeur comment les gens tuaient des dragons alors qu'ils ne possédaient pas encore des armes aussi puissantes. L'instructeur Weishen plonge dans des souvenirs difficiles, racontant qu'auparavant, les surhumains combattaient les dragons uniquement au corps à corps, et qu'un dragon pouvait détruire des centaines de ses camarades. Selon l'instructeur, certains surhumains dotés de capacités télékinésiques pouvaient attaquer le dragon à distance, mais le coup final ne devait être porté qu'à courte portée. L'instructeur a ajouté que pour de telles tâches, des combattants spéciaux et lourdement blindés appelés strikers étaient nécessaires. Après avoir repoussé les sombres souvenirs, l'instructeur Weishen jette un coup d'œil à l'armurerie et invite les enfants à choisir leurs armes d'entraînement. Liel choisit une lance pour lui-même et l'essaie, se familiarisant avec l'arme. L'instructeur Weishen demande au personnage principal s'il aime la lance, ce à quoi il reçoit une réponse approbatrice. Lian explique à l'instructeur qu'il a beaucoup aimé la vitesse de la lance et son sifflet lors de la démonstration de l'instructeur. L'instructeur Weishen analyse Lian, rappelant sa vitesse lors de son duel avec le sergent John Red. Weishen devine qu'à en juger par le comportement du personnage principal, il a déjà dû participer à des combats plus d'une fois. Impressionné par l'expérience de Lian, l'instructeur lui dit d'essayer plus fort, ce qui fait sourire le protagoniste un air approbateur. Weishen promet au personnage principal qu'il l'aidera dans tous ses efforts et le formera pour qu'il devienne un excellent combattant. 2 semaines plus tard, Lian s'engage dans un combat d'entraînement avec son président de classe nommé José. Les deux combattants s'encouragent mutuellement avant le combat final avec des blagues acérées. José effectue une attaque puissante, essayant de déséquilibrer le personnage principal. En s'élançant, Lian l'esquive et le pousse avec une lance d'entraînement. Lian contre-attaque immédiatement, enfonçant le manche de sa lance dans la lance de José, fonçant sur lui de toutes ses forces. Utilisant la force, Lian désarme José, lui faisant tomber la lance des mains. Se balançant pour le coup final, Lian arrête la lance à quelques centimètres de la tête de José. José abandonne, faisant de Lian le plus fort de la classe D. Les adversaires se remercient pour le combat, après quoi José rapporte qu'il est transféré en classe C, ce qui signifie que la classe aura besoin d'un nouveau chef. Selon José, Lian devrait devenir préfet de classe D, mais il est indécis. Cependant, José a confiance dans le personnage principal, car le reste de la classe soutient fermement sa candidature. Lian remercie tout le monde pour son soutien et est très heureux de sa décision, pensant que cela pourrait être son pont vers la promotion. Afin de devenir président de classe, Lian se rend le soir chez le sergent John Red pour obtenir la permission. L'instructeur, enragé par cette nouvelle, transperce Lian d'un regard maléfique et brillant. Lian, ressentant la pression et le mépris du sergent, continue de se tenir devant lui en attendant son verdict, mais il le refuse toujours. Le matin, dans la salle d'entraînement, les étudiants seniors discutent de l'actualité et apprennent que le sergent John Red, autrefois détesté par eux, organise un duel avec quelqu'un. Cependant, après avoir appris que le sergent a défié un élève de première année au combat, tout le monde quitte précipitamment la salle d'entraînement pour assister à cet événement. Entouré par une foule,
Liane se tient debout avec confiance, tenant un bâton aiguisé à la main. Un sergent se tient devant lui, allumant son cigare avec sa super force et l'allumant. Tout en tirant une bouffée, le sergent entend des étudiants se pencher par les fenêtres du bâtiment étudiant et crier que Liane devrait donner une bonne raclée au sergent. Après quoi il sourit et les traite de racailles. Liane se tient en position de combat, essayant de se concentrer sur ce qui l'a amené à cette situation. Quelque temps auparavant, le sergent John Red avait amené Liane dans le dortoir de son équipe, demandant aux autres s'ils voulaient vraiment élire un homme qui ne savait même pas utiliser la télékinésie comme préfet. Le sergent demande une explication à l'équipe, mais personne ne peut rien lui dire et toute l'équipe reste simplement silencieuse. John Red demande pourquoi il devrait soudainement nommer Liane comme chef et pourquoi le reste de l'équipe lui fait confiance, mais personne ne lui répond à nouveau. Le sergent décide de procéder à sa manière et prend une serpillière en bois qu'il casse au bout pour en faire une lance en bois improvisée. Le sergent jette un bâton pointu sur Liane, disant qu'il a été informé des capacités exceptionnelles du protagoniste en combat à la lance. John Red pose la condition que Liane doit le combattre avec cette lance s'il veut devenir chef. À l'objection de Liane selon laquelle la lance est trop tranchante, le sergent demande avec arrogance si le protagoniste est vraiment sûr de pouvoir lui causer du mal, ce à quoi il reçoit une réponse négative incertaine. Quelque temps plus tard, déjà au stade, le sergent enlève sa chemise et se prépare au combat. Liane demande au sergent s'il utilisera des armes dans le combat contre lui. Le sergent répond que pour se battre avec l'enfant, il n'aura besoin d'aucune arme. Le sergent annonce les règles du combat, selon lesquelles Liane gagnera si une partie du corps du sergent touche le sol. Cela sera considéré comme une victoire pour Liane, et la condition de la victoire du sergent sera celle de Liane. Abandon volontaire. Liane se prépare à attaquer en faisant tourner sa lance et en étudiant son adversaire des yeux. Pendant ce temps, Simondel rejoint le public toujours plus nombreux et regarde avec étonnement. Trouvant le moment, Liane se précipite à l'attaque, déclenchant une pluie de coups rapides sur le sergent. Cependant, le sergent bloque et esquive facilement chaque coup, attendant le bon moment pour contre-attaquer. Cependant, après avoir hésité une seconde, le sergent perd de vue Liane et le remarque déjà au moment de son attaque sautée, qui est sur le point de le rattraper. Cependant, le sergent réagit à la vitesse de l'éclair, déplaçant la lance sur le côté avec sa main, se préparant à un puissant coup de parade. Ne retenant absolument pas ses forces, le sergent donne un coup de genou à Liane dans le ventre, le faisant tomber au sol. Pendant que Liane reprend ses esprits, le sergent tente de l'assommer, levant la jambe pour lui porter le coup final. Ayant à peine le temps, Liane esquive un coup de pied-viol et roule sur le côté. Ne croyant pas ce qui vient de se passer, Liane regarde le sergent sous le choc. Le sergent dit qu'il ne comprend pas le regard de Liane, car il est le moindre de ceux auxquels il doit faire face. Le sergent ajoute que le dragon et son armée sont impitoyables et qu'ils tenteront de le tuer sans savoir qui il est. Liane se lève et interrompt la tirade du sergent en lui demandant s'il va se battre ou s'il continuera à parler. Le sergent enragé se précipite à nouveau à l'attaque, cette fois avec l'intention d'attraper le garçon insolent. Après une capture réussie, le sergent le jette en l'air comme une plume. Liane atterrit mal sur le dos, heurtant violemment le sol. Mais malgré le succès apparent du sergent, les choses ne se sont pas déroulées aussi bien pour lui. John Red remarque une nouvelle blessure sur sa joue, d'où le sang commence à couler, et se demande quand le personnage principal a réussi à lui infliger ce coup. Au milieu des cris de la foule, Liane se relève à nouveau et se précipite vers le sergent. Le sergent décide à nouveau d'examiner de plus près les mouvements de Liane pour choisir le bon moment. Cependant, il perd à nouveau de vue Liane, lui permettant de se placer derrière lui et se prépare pour une autre attaque. Ayant apprécié les compétences de Liane dans la maîtrise de la force centrifuge du corps, le sergent s'avoue que désormais il aime aussi ce garçon. Profitant de la brève pause du sergent, Liane saute, avec l'intention de porter le coup décisif, mais c'est précisément l'idée du sergent. Le coup atterrit directement sur la poitrine du sergent, coupant le t-shirt et avec lui la peau de John Red. Le sergent se tient devant Liane, qui a hésité face à ce qui s'est passé, retirant la pointe de la lance coincée dans la blessure, regardant avec colère le personnage principal. John Red attrape Liane à la gorge, menaçant de tuer le garçon s'il ne se rend pas. Pour convaincre Liane d'admettre sa défaite, le sergent chauffe sa main, brûlant la gorge du protagoniste, mais cela ne suffit pas. Enragé, le sergent ordonne à Liane, épuisé, de se rendre, sinon il le tuera ici et maintenant. Accroché au seuil de la mort, le personnage principal exprime les mots qu'il n'abandonnera pas, même s'il est tué. En réponse aux cris de Liane et au bruit de la foule, l'instructeur Wechen accourut, repoussant tout le monde, se dirigeant vers Liane. L'instructeur Wei crie après le sergent John Red, lui reprochant d'être allé tuer le garçon. Le sergent jette Liane au sol, disant qu'il n'a pas abandonné, mais il n'a pas non plus réussi à faire tomber le sergent au sol. L'instructeur Wechen récupère Liane inconscient et lui demande comment le combat s'est terminé. Sans attendre de réponse, il regarde le visage du sergent et raconte à quel point les méthodes arc l'ont fatigué.
Le sergent John Red ramasse sa chemise et fait taire tous les spectateurs avec un grand cri. Le sergent annonce le résultat du combat en disant que puisque Lian n'a pas abandonné, il comptera pour lui comme une victoire. Alors qu'il enfile sa veste, le sergent se tourne vers le sombre instructeur Wei Shen, lui disant d'arrêter de dorloter Lian, car il a prouvé qu'il était capable de surmonter les difficultés. En partant, le sergent ajoute que Lian sera immédiatement transféré en classe B après sa guérison. Après un certain temps, Lian est transféré à l'hôpital Arca, un bâtiment blanc de 3 étages offrant l'atmosphère la plus calme possible pour une base militaire. Le sergent marche le long du couloir de l'hôpital, discutant avec une femme médecin, qui est étonnée d'apprendre que Lian est immédiatement transféré à un niveau aussi élevé. Le sergent répond qu'il considère Lian tout à fait capable de s'entraîner même en classe A, mais le seul obstacle à cela est le faible potentiel énergétique du protagoniste, auquel le médecin note qu'il s'agit d'un indicateur prioritaire auquel la direction prête attention. En réponse à cela, le sergent déclare que les dirigeants ne comprennent rien, car lorsque vient l'heure de la bataille, ce qu'il faut, ce n'est pas une sorte de magie, mais une volonté et un courage d'acier, grâce auquel le soldat non seulement ne donnera pas son arme, mais il se battra avec acharnement. Selon le sergent, Lian a le potentiel pour devenir le meilleur attaquant qu'ils aient jamais produit, il ne peut donc pas passer à côté d'un tel talent simplement parce que son potentiel énergétique se développe lentement. Le médecin est surpris par le discours élogieux du sergent et dit qu'elle pensait que Lian l'ennuyait. Le sergent s'y oppose, disant qu'au contraire, il aime Lian, ce à quoi le médecin traite en plaisantant à moitié le sergent de sadique. Après une semaine entière d'arrêt maladie, Lian reçoit enfin son premier visiteur. Il s'avère qu'il s'agit de l'instructeur Wei Shen, qu'une femme médecin attendait déjà, lui demandant s'il allait entrer ou non. L'instructeur Wei Shen hésite alors qu'il se tient à la porte et montre au médecin la corbeille de fruits qu'il a apportée à Lian. Le médecin invite à nouveau l'instructeur Wei à entrer dans la pièce, mais il décide de l'arrêter. L'instructeur et le médecin espionnent Lian à travers la partie vitrée de la porte et Wei Shen attire l'attention du médecin sur le comportement du protagoniste, lui suggérant de ne pas interférer avec lui pour l'instant. Lian, presque complètement remis de ses blessures, exerce ses capacités énergétiques en s'entraînant sur un petit ballon. Concentrant son énergie interne, Lian illumine ses yeux d'un feu bleu et tente d'influencer le ballon par télékinésie. L'instructeur Wei Shen et le médecin surveillent de près l'entraînement de Lian, attendant avec impatience le résultat. Après un certain temps, Lian réussit et la petite balle s'envole dans les airs et commence à léviter devant le garçon. Le docteur et l'instructeur Wei sont ravis du succès de Lian. Cependant, se ressaisissant rapidement, ils constatent avec embarras que le garçon a une excellente concentration. Après quoi l'instructeur décide finalement d'entrer dans la salle. En entrant dans la salle, l'instructeur salue Lian et lui demande comment il se sent. Lian répond à l'instructeur en disant qu'il va mieux grâce à son aide et le remercie pour la nourriture qu'il a apportée. Lian partage des détails selon lesquels il a décidé d'améliorer sa télékinésie pendant qu'il est en arrêt maladie, afin de ne pas perdre de temps. L'instructeur Wei fait l'éloge du protagoniste, affirmant que les compétences en matière d'armes ne sont pas tout pour un surhomme. Selon l'instructeur, le combat avec les dragons se déroulera principalement dans les airs, et si son arme tombe soudainement, il doit pouvoir la remettre dans sa main grâce à la télékinésie. Soudain, l'instructeur Wei Shen a une idée qu'il décide immédiatement de concrétiser. L'instructeur négocie avec les médecins pour qu'ils viennent chercher Lian pendant une courte période, bien qu'à une heure très tardive. L'instructeur Wei Shen a décidé d'aller au gymnase la nuit, lorsqu'il serait éclairé uniquement par la lumière de la lune et qu'il n'y aurait personne à proximité pour les déranger. Lian regarde autour de lui et demande à l'instructeur pourquoi il l'a amené au gymnase. L'instructeur Wei répond qu'il est préoccupé par le développement psychique qui, à en juger par ses observations, est à un niveau très bas. Selon l'instructeur, les pairs de Lian maîtrisent déjà les compétences de tir et de téléportation, mais ils devraient abandonner tout espoir dans ces compétences et se concentrer sur autre chose. En réponse à la question de savoir comment se battre alors, l'instructeur propose une réponse simple, surprenant Lian. La solution de l'instructeur est de concentrer tous les efforts sur un seul pouvoir spécifique, la télékinésie, qui, avec un développement approprié, peut devenir incroyablement puissante. Selon l'instructeur Shen, la superforce est comme un muscle qui devient plus fort avec un entraînement constant. L'instructeur ajoute que diviser les recrues en niveaux n'est rien de plus qu'une convention, car leur génération entière a un potentiel disproportionné plus élevé que la génération de l'instructeur Wei Shen. L'instructeur encourage Lian en lui disant que s'il travaille dur, il obtiendra ce qu'il veut. Lian regarde l'instructeur avec approbation, qui ajoute qu'il l'aidera pour tout. Après un certain temps, Lian retourne à ses études et s'approche de la porte de sa nouvelle classe. Lian est nerveux au début, rassemblant le courage de tirer la poignée et d'entrer. Soudain, la porte s'ouvre et un grand type aux cheveux courts, sans remarquer Lian, lui rentre dedans. Remarquant le personnage principal, l'inconnu l'appelle soudainement,
répondant à la question de Lian en disant que tout le monde le connaît déjà. Le gars se présente comme le chef de la classe B, Dmitri Vladimirovich Petrov, étend la main à Lian en guise de salutation. Pour plus de commodité, Dmitri propose de s'appeler simplement Dima et exprime son espoir d'amitié et de coopération avec le personnage principal. Dima dit que Lian est arrivé juste à temps et qu'il est temps pour sa classe de s'entraîner, alors il se dirige vers le gymnase. En arrivant au gymnase, la vue qui s'est ouverte devant Lian l'a brièvement surpris. Cependant, la surprise a très vite commencé à céder la place à la colère et à l'emportement. Lian prend la lance d'entraînement qu'il connaît déjà du support, la serrant fermement dans sa main. Lian se dit que la formation est le seul débouché dans cette institution où, en raison de son faible potentiel énergétique, la menace d'expulsion plane constamment sur lui. Lian décolle rapidement, tenant sa lance prête au combat, choisissant rapidement ses cibles avec ses yeux. Les cibles sont ses camarades de classe qui frappaient leurs camarades sans défense. Après avoir battu les intimidateurs, Lian les réprimande pour avoir fait des bêtises frivoles. Le garçon qui a été victime d'intimidation par les hooligans s'avère être Kuro, qui est une fois de plus victime de sa douceur et de son caractère faible. Lian menace les tyrans, disant qu'ils ont de la chance que les compétitions d'arts martiaux ne fassent pas partie du programme d'entraînement obligatoire. Dmitri, regardant Lian, apprécie les compétences de Lian, pensant qu'il a enfin rencontré un adversaire avec lequel il veut se battre avec le cœur. Juste avant l'arrivée de Lian, Kuro est battu et pleure en regardant le sol, incapable de ramasser son arme. Le délinquant provoque Kuro en se moquant de lui demandant d'attaquer enfin. Kuro est approché par d'autres intimidateurs et il continue de s'allonger sur le sol, implorant silencieusement grâce. À un moment donné, Kuro se souvient de Lian et espère qu'il viendra le sauver, même si Kuro n'a aucune idée de l'endroit où se trouve Lian. Soudain, à travers ses larmes, Kuro voit comment quelque chose a distrait les hooligans et ils se sont mis en position de combat, se détournant de lui. Après avoir fait irruption dans la foule des adversaires, Lian distribue facilement des coups à tous les hooligans, se frayant un chemin vers Kuro. Kuro n'en croit pas ses yeux. Regardant Lian avec admiration, il essaie de se lever et de prononcer son nom. Lian crie après Dima, estimant qu'en classe B le concept de saine concurrence est interprété de manière trop frivole. Dima rétorque que, selon la devise de l'arc, l'ennemi n'épargne personne et qu'il n'y a donc pas de place pour les faibles ici. Dima souligne que Lian est un cas exceptionnel, mais il ne rend pas service à Kuro en le sauvant. Lian n'a rien à répondre à une remarque juste et ne peut qu'admettre qu'il serait stupide de contester cela. Cependant, Dmitri ajoute que même en tenant compte de tout ce qui précède, 3 personnes en battent une est une erreur. Dima décide de défier Lian en duel pour montrer à ses camarades de classe un combat loyal. Lian accepte la proposition de Dima et se prépare au combat. Dima, armé d'un katana en bois, prend l'initiative et frappe Lian d'un coup rapide d'en haut. Lian bloque l'attaque de Dima, s'effondrant sous la force de l'attaque écrasante. Dima décide rapidement d'attaquer à nouveau avec le même coup et Lian devine que Dima veut le briser avec plusieurs coups au même endroit. Afin de ne pas endommager la lance, Lian change de bloc, déviant le coup sur le côté et réduisant les dommages possibles à son arme. Lian tente de déjouer Dima, décidant d'abord d'effectuer une manœuvre de diversion. L'astuce fonctionne et Lian frappe la jambe de Dima de toutes ses forces, le déséquilibrant. Après avoir accompli son plan, Lian décide d'achever l'ennemi avec un puissant coup final. Il concentre toutes ses forces dans le coup final, qui dépasse très vite Dima, qui ne s'est pas remis du balayage. Cependant, à la dernière seconde, Dima parvient à esquiver la pointe de la lance sifflante. Profitant des fractions de seconde gagnées, Dmitri bondit en avant, visant Lian de sa propre tête. Le coup puissant de Dima entraîne un renversement, et Lian tombe bruyamment au sol, laissant tomber sa lance, tandis que Dima se remet étonnamment facilement du coup avec sa propre tête. Se frottant la tête meurtrie, Lian dit avec agacement qu'il s'agit d'arts martiaux, pas d'un combat de rue. Dmitri répond qu'il doit avoir pratiqué le sambo depuis son plus jeune âge, donc Lian devra garder un œil sur plus que les armes de son adversaire. Le personnage principal se lève, taquinant Dima en lui demandant si Dima utilisera les techniques de sambo sur un dragon. Dmitri ne cède pas, répondant que si nécessaire, il étranglera le dragon à main nue. Ses camarades de classe crient en faveur de Dima, le traitant de petit tigre de Sibérie. Dima est irrité par un tel surnom et il se retourne pour leur crier qu'il n'est plus un bébé tigre depuis longtemps. Lian remarque que malgré le fait que Dima et ses pairs s'insultent, ils ne le font pas sérieusement et ils sont plutôt amicaux les uns avec les autres. Lian regarde son ami Kuro, le regardant se tenir à nouveau la tête baissée et la tristesse dans les yeux. Soudain, Dmitri crie à Lian, l'avertissant de ne pas regarder autour de lui. Lian parvient à peine à esquiver, bloquant le coup avec le milieu de la flèche, ce qui fait un crépitement à cause des dégâts qu'il reçoit. Lian comprend qu'il n'est pas nécessaire de prolonger la bataille, alors il se prépare pour l'attaque finale de Dima. Utilisant sa lance comme perche, Lian décide de surprendre son adversaire en s'envolant dans les airs et en se préparant à frapper.
Liane et Dima se frappent simultanément et un fort craquement de bois se fait entendre à cause de l'incroyable force du coup. Sous l'effet d'une telle force, les âmes des deux rivaux se sont brisées, se dispersant en petits morceaux. Liane et Dima se remettent de ce qui s'est passé, essayant de comprendre ce qui s'est passé. Cependant, Dima reprend ses esprits plus rapidement et se précipite sur le personnage principal à main nue. Le destin favorise Dima, et il parvient à capturer Liane, qui n'a pas eu le temps de réagir. Au milieu des cris de la foule, Dima propose à Liane de se rendre, sinon il se cassera le bras. Liane encourage Dmitri à essayer et refuse d'abandonner. Un fort craquement d'os se fait entendre, ce qui fait que la foule se tait et se fige d'horreur. Liane pose la tête sur le sol et serre les dents, retenant la douleur de son bras cassé. Dmitri, qui ne s'attendait clairement pas à ce que cela se produise, reste confus et regarde Liane. Essayant de se sortir de la situation, Dmitri dit à Liane qu'il aurait dû abandonner après tout. En partant, il se retourne et félicite le personnage principal de ne pas pleurer même avec un bras cassé. Alors que Dima donne l'ordre aux autres d'emmener Liane au poste de secours, il se lève tranquillement et frappe Dima à l'arrière de la tête. Après s'être défoulé, Liane suggère que les anciens adversaires de Dima n'ont fait que verser des larmes à cause de telles choses. Dmitri ne répond pas et continue de rester presque immobile, ne remuant que légèrement la jambe. Liane crie à Dima de se lever, car leur combat n'est pas encore terminé, mais Dima ne répond pas. En se rapprochant, Liane remarque que Dmitri est inconscient à cause d'un coup porté à l'arrière de la tête. Dmitri reprend conscience déjà sur le lit de la salle d'hôpital. Sautant rapidement, il regarde autour de lui et se sent, essayant de comprendre où il se trouve. En se retournant, il remarque Liane sur le lit voisin, le bras dans le plâtre, regardant un message vidéo sur son bracelet. Liane a reçu une photo confirmant que ses frères étaient soignés et en sécurité. Liane éclate d'un sourire sincère, regardant à quel point ses frères sont beaux, notant que leur belle vie a même rendu leur visage plus rond. Liane remarque que Dima a repris conscience et lui demande de lui transmettre le message suivant, car lui-même n'est pas capable de le faire. Dima, déconcerté par la soudaineté de la demande, accepte sans réserve. Cependant, après une seconde, Dima se demande à voix haute pourquoi il fait cela, ce à quoi Liane lui rappelle que c'est Dima qui s'est cassé le bras. Dima se met en colère et accuse Liane d'être le dernier lâche à l'attaquer par derrière et à le laisser avec une fissure dans la tête, ce à quoi Liane lui rappelle qu'il s'est organisé et a agi selon la devise de l'Arc. Liane ajoute qu'il n'est pas en colère contre Dima et que sa colère n'était pas dirigée contre lui. Dima dit qu'il ressent la même chose, mais que la prochaine fois, la victoire lui appartiendra. Liane pense qu'il aurait peut-être dû donner un coup de main à Kuro au lieu de se battre. Dima comprend Liane, mais prévient que les choses ne feront que se compliquer davantage et qu'au cours de la deuxième année, il pourrait même mourir. Liane, perplexe, demande à Dmitri ce qu'il entend par là. Dima conduit Liane dans le couloir de l'hôpital, lui disant que ce sera beaucoup plus facile à montrer qu'à dire. Les héros viennent à l'unité de soins intensifs, où Dima lui dit que la devise de ce service est que si le patient respire, il peut encore être sauvé. Une civière avec un homme adulte grièvement blessé, à qui les médecins ont déjà mis un masque à oxygène, passe rapidement devant les enfants. Liane, choqué par ce qu'il a vu, essaie de comprendre ce qui vient de se passer. Dmitri souligne une fois de plus à quel point toute leur formation deviendra bientôt dangereuse. Liane demande à Dima pourquoi cet étudiant de deuxième année ressemble à un homme adulte, si logiquement il devrait être un peu plus âgé que lui. Dima répond que tous les étudiants de deuxième année reçoivent des injections de drogue qui font grandir leurs muscles et leur corps en quelques semaines. Dima souligne qu'au cours de la troisième année, ils devront déjà combattre le dragon, donc Arc n'a pas le temps d'attendre que les enfants grandissent naturellement. Liane hoche la tête avec approbation aux informations reçues, affirmant qu'il a toujours voulu devenir adulte. Des images du passé récent apparaissent dans l'esprit de Liane. Dans ceux-ci, il vole un sac à un passant afin de se procurer, ainsi qu'à ses frères, au moins un peu de nourriture. Cependant, très vite, les bandits adultes dépassent Liane et l'attrapent facilement. Après avoir battu le personnage principal, les bandits prennent son butin et rentrent chez eux. Liane dit à Dima qu'il n'est pas intéressé par une enfance heureuse et que son seul objectif est la survie. Dmitri fait l'éloge du personnage principal en disant qu'il est peut-être le plus mature parmi tous les étudiants de première année, après quoi il retourne dans la salle. Tôt le matin, le sergent John Reed informe les étudiants de première année qu'il y aura un entraînement aérien aujourd'hui. Chaque étudiant de première année a son propre sac, un sac à dos avec un parachute et un casque. Dima parle à Liane, lui demandant si l'hôpital dont ils sont sortis hier lui manque. Liane sourit à Dmitri puis examine son sac et découvre qu'il contient beaucoup de nourriture. Liane commence à soupçonner que ce sera bien plus qu'un simple entraînement aérien. Dmitri remarque que l'un des étudiants de première année a déjà ouvert ses rations et commencé à manger, et se détourne d'eux avec mépris. Soudain, l'attention de Dima est attirée par l'un des étudiants, et il pousse Liane à lui en parler. Cet étudiant s'avère être Simon Dell, qui vérifie calmement son sac et son équipement. Dmitri est excité par le désir de combattre Simon,
qu'il appelle le dernier génie de l'Angleterre. Simondel remarque que Dmitri le regarde et est surpris par son expression aigre. Le sergent John Reed exhorte les étudiants à continuer, leur criant de se dépêcher et de monter à bord de l'hélicoptère. Tous les élèves grimpent sur une rampe métallique pour rejoindre un hélicoptère grondant sur le point de décoller. Une fois tous les élèves à bord, tous les hélicoptères décollent et se dirigent vers une destination inconnue. Le sergent regarde les hélicoptères partir et dit aux autres instructeurs qu'il est temps pour eux de prendre la route à leur tour. Jetant un dernier regard au ciel, le sergent est heureux que ce soit la dernière fois qu'il garde ses premières années. Alors qu'il était assis dans l'hélicoptère, Kuro se souvient de la façon dont Lian lui a donné un coup de main dans les moments difficiles. Toutes les fois où il lui vient en aide lui viennent à l'esprit. Kuro s'avoue qu'il s'est immédiatement rendu compte que Lian n'était pas comme les autres, et plus tard ses capacités n'ont fait que le confirmer. Soudain, les souvenirs s'éloignent et Kuro se retrouve coincé dans un arbre. Kuro est incapable de descendre car ses suspentes de parachute sont coincées dans les branches, le laissant complètement sans défense. Une heure plus tôt, les hélicoptères de l'Ark avaient presque atteint leur destination et les étudiants commençaient déjà à languir d'impatience. À l'aide de bracelets, les élèves sont informés que la destination des hélicoptères est une île inhabitée sur laquelle ils doivent survivre pendant un certain temps. L'instructeur John Reed explique aux élèves que les provisions contenues dans leur sac à dos devraient durer environ quelques jours, après quoi ils devront se procurer leur propre nourriture. Les étudiants s'inquiètent des informations selon lesquelles ils devront passer 2 jours sur une île déserte. Dima, au contraire, ne se décourage pas et compare cette aventure à un camp d'enfants. L'instructeur John Reed dit finalement aux étudiants que les instructeurs ne reviendront les chercher que dans une semaine. Les nouvelles de toute la semaine choquent Kuro, mais Lian, malgré sa surprise, garde son sang-froid. Quelque temps plus tard, le sergent John Reed sort de l'eau l'élève qui a failli se noyer et le traîne sur le bateau. Les instructeurs ont regardé les balises GPS des étudiants et ont découvert que tous les autres étudiants avaient atteint l'île et étaient répartis autour de celle-ci. Le sergent demande à son collègue si les étudiants étaient répartis de manière égale, ce à quoi il répond que ce n'était le cas qu'au début, après quoi les 7 se sont réunis en un seul groupe. Le sergent dit que ces gamins ne sont pas si inoffensifs et qu'ils se comportent déjà comme des adultes. Assez vite, tout se résume au fait que les étudiants commencent à tout décider par la force. Une bande d'étudiants vole le sac de leur victime, la remerciant moqueusement pour le cadeau. L'un des étudiants chasse les autres en disant que le reste du butin reste au principal, l'appelant Karl. Karl s'assoit et observe les actions de son groupe avec une irritation non dissimulée. Il traite ses subordonnés d'ânes, les réprimandant pour avoir fait des bêtises au lieu de chercher de la nourriture jusqu'au soir. Le leader souligne une fois de plus qu'il ne les a pas tous rassemblés en groupe pour se réunir pour un dîner commun. Selon l'idée de Karl, s'ils enlèvent de la nourriture à tous les participants, personne ne pourra les vaincre. Le gang inspiré affirme qu'avec ce plan, ils seront capables de faire face même à des personnages aussi importants que Lian, Dmitri ou Simondel. Soudain, la réunion du gang est interrompue par un grand appel à l'aide venant de quelque part au loin dans la forêt. Conscient qu'il s'agit d'une victime potentielle, le gang décide d'avancer à sa recherche. Pendant ce temps, Lian a atterri dans la mer et a passé un long moment à nager jusqu'au rivage. Lian trouve rapidement un endroit approprié pour un camp temporaire et décide d'aller explorer. Lors de la reconnaissance, le personnage principal réfléchit au fait qu'il n'est pas le premier à exister dans des conditions de nourriture limitées et se demande si Simon et d'autres comme lui ont commencé à prendre de la nourriture aux autres. Pendant ce temps, Dmitri retrouve Simondel sur l'île et Simon lui demande ce dont il a besoin. Dmitri le découvre, dit à Simon qu'il le connaît et l'invite à se battre immédiatement. Simon ne veut pas gaspiller son énergie avec Dmitri et se retourne et s'en va, étourdissant Dima. Dmitri essaie de se sortir de la situation et trouve des excuses, affirmant que son désir de se battre n'est provoqué que par un intérêt sportif. En conséquence, Dmitri essaie de désamorcer la situation en disant qu'ils ont peut-être juste besoin de discuter un peu avant la bataille. Simondel poursuit sa randonnée avec une irritation mal dissimulée que Dmitri a décidé de suivre avec lui. Plusieurs heures passent et le soleil couchant doré illumine le ciel nuageux au-dessus de l'île. Karl et la bande trouvent la source du cri avec un sourire diabolique et s'en approchent avec jubilation. Il s'est avéré que Kuro, qui n'avait pas échappé au piège, appelait à l'aide, suspendu complètement sans défense devant Karl et sa bande. Les étudiants prennent le sac de provisions de Kuro et partent, le remerciant moqueusement d'avoir gardé les fournitures pour eux. Kuro recommence à pleurer et supplie Karl et les autres étudiants de lui laisser de la nourriture. Karl répond que si Kuro n'avait pas traîné sur l'arbre, il aurait été battu en plus de se voir confisquer ses fournitures. Il devrait donc leur en être reconnaissant. En partant, le gang en rit, exprimant l'espoir que dans une semaine, Kuro ne mourra pas de faim, et s'il pleut, il ne mourra pas de soif. Kuro, à travers ses larmes, les traite doucement de canailles et continue de rester là, attendant un miracle. La nuit, Kuro commence à pleurer amèrement, se souvenant de tous ceux qui se sont moqués de lui à cause de son personnage.
Le premier souvenir de Kuro est celui de Simon Del lui criant d'arrêter de pleurnicher et d'agir normalement. Puis il se souvient que Dmitri avait dit que les garçons ne devraient pas pleurer pour de telles absurdités. Le fardeau de l'intimidation met la pression sur Kuro et il tombe dans l'hystérie, sanglotant bruyamment dans toute la forêt. Kuro sanglote pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'il soit complètement épuisé. Alors que Kuro s'endort presque, il voit le fantôme bleu de Liane émerger du fourré. Le fantôme s'approche de Kuro et disparaît, et le garçon, complètement épuisé, s'endort. Quelques secondes plus tard, les fourrés commencent à bouger et Liane en émerge, regardant autour de lui. Quelques secondes plus tard, Liane remarque Kuro pendu à un arbre. Tôt le matin, Liane s'assoit dans une cabane d'improvisation et affûte une arme en bois. Kuro, se réveillant, sort de la cabane et n'en croit pas ses yeux. Liane s'assoit devant lui demandant en souriant s'il est réveillé et comment il se sent. Liane dit à Kuro qu'il n'a pas trouvé son sac, alors il partage ses rations. Kuro se dit que cette ration est à peine suffisante pour une personne et qu'il est très difficile pour lui de se sentir à nouveau comme un fardeau, mais le fort grognement de son estomac fait des ravages. Les larmes aux yeux et se maudissant, Kuro met la nourriture dans sa bouche, remerciant Liane. Pendant ce temps, des drones de surveillance survolent la cachette de Liane et Kuro. Des caméras de surveillance parcourent toute l'île, collectant des informations sur les actions des participants. Le sergent John Red observe attentivement toutes les preuves, étudiant chaque élève et réfléchissant à quelque chose. Le scientifique Octo entre dans la salle d'observation, informant à nouveau le sergent qu'il est interdit de fumer dans cet endroit, auquel il ne reçoit qu'un signal grossier. Le scientifique se demande si le sergent John Red s'est pris d'affection pour quelqu'un et lui montre un élève curieux. John Red s'est pris d'affection pour un étudiant nommé Claude Meyer, qui a construit un radeau et a décidé de simplement retourner à la RK, survivant sur l'océan plutôt que sur l'île. Pendant ce temps, Liane et Kuro sont allés enquêter et ont trouvé une source d'eau. Après avoir filtré l'eau à travers un filtre, Liane la goûte. Après s'être assuré que l'eau sous cette forme est potable, Liane conseille à Kuro de faire pipi avec le cœur et de prendre la route. Après une longue et épuisante marche, les gars décident de se mettre à l'abri du soleil brûlant. Liane baisse sa garde, se demandant où ils peuvent trouver de la nourriture pour eux deux, lorsque Kuro active soudainement l'un de ses super pouvoirs. Kuro attrape l'épaule de Liane, criant pour l'avertir du danger. Kuro et Liane voient un piège dans lequel ils seraient certainement tombés sans la prévoyance de Kuro. Liane demande à Kuro comment il savait qu'il y avait un piège ici, puisqu'il était caché par un filet de camouflage. Liane, incrédule, suggère que Kuro a simplement vu ce piège à travers le camouflage. Kuro essaie d'expliquer ses pouvoirs précognitifs en disant qu'il a le vertige lorsqu'il a des visions du futur. Liane suggère que c'est l'une des manifestations du pouvoir de Kuro, se disant que c'est une compétence très cool et utile. Liane spécule sur la raison pour laquelle les super pouvoirs de Kuro se réveillent, suggérant qu'ils se manifestent lors d'un moment de grande excitation. Liane arrive à la conclusion que cette tâche aidera grandement Kuro à développer ses compétences. Pendant ce temps, deux silhouettes sont montrées à l'extérieur de la tente des héros alors qu'ils sont en train de faire des reconnaissances. Les invités non invités se révèlent être Carl et sa compagnie, qui continuent de parcourir l'île à la recherche de nouvelles victimes. Le gang détermine qu'il y avait plusieurs personnes dans la tente en fonction du nombre de rations, soupçonnant qu'ils sont partis en reconnaissance sans trouver de sac de provisions dans la tente. Carl suggère que leurs victimes n'auraient pas pu aller loin et qu'elles seraient probablement allées chercher de l'eau. Ils décident de revenir au même endroit plus tard afin de surprendre les vacanciers. Après un long moment, Kuro et Liane retournent à leur camping, et Kuro peut à peine se tenir debout à cause de la fatigue. S'approchant presque d'elle, Liane presse Kuro, lui disant que plus ils marchent vite, plus vite ils atteindront la tente. Soudain, Liane devient alerte alors que quelque chose attire son attention. Liane ramasse un petit caillou, disant à Kuro que quelqu'un était là en leur absence. Selon Liane, il a laissé ce caillou à l'entrée de la tente comme marque, et maintenant il a été déplacé. Liane et Kuro découvrent également des traces indiquant qu'il y avait au moins 2 personnes sous la tente. Liane comprend que ce groupe tentera très probablement de les voler, il suggère donc de plier la tente et de partir vers un nouvel endroit. Kuro et Liane ont passé toute la journée à chercher un parking, sans toujours trouver de place convenable. Liane dit qu'ils doivent se dépêcher et trouver un endroit avant qu'il ne fasse complètement noir. Liane demande à Kuro s'il voit quelque chose d'approprié, mais la santé de Kuro se détériore à cause de la fatigue et ses yeux commencent à se fermer. Liane essaie de poser des questions à Kuro, mais il tombe en transe sans lui répondre. Soudain, les pouvoirs de Kuro se réveillent à nouveau et il est enveloppé d'énergie rouge. Dans une vision, Kuro voit une panthère traquant sa proie. L'instant suivant, les images devant les yeux de Kuro changent et la panthère saute sur Liane. En un clin d'œil, Kuro reprend ses esprits et parvient à repousser Liane en criant pour l'avertir du danger. Une fraction de seconde plus tard, une panthère atterrit à l'endroit où Liane venait de se tenir, émettant un rugissement menaçant. La panthère se retourne vers Liane, commençant à s'approcher lentement de lui, l'évaluant de ses yeux brûlants. Liane recule en rampant, passant en revue ses options dans sa tête,
mais son arme est si loin qu'il ne peut pas l'atteindre. Se préparant pour le prochain saut, la panthère émet un rugissement menaçant, dévoilant ses crocs blancs. Se résignant à l'inévitable, Liane se prépare à la mort et ferme les yeux en serrant les dents. Cependant, au moment du saut, une boule de feu vole avec précision sur la panthère, la renversant. Effrayée par le feu et les brûlures, la panthère oublie sa victime et se cache rapidement dans les fourrés de la forêt. Le sauveur de Liane s'avère être son ancien camarade de classe José, qui maîtrisait pendant cette période la pyrokinésie. Liane regarde son sauveur, se remettant de son intense choc. José demande si le personnage principal va bien et remarque Kuro allongé sur le sol à proximité. José marche lourdement sur le sol et Liane remarque le bandage sur sa jambe, lui demandant ce qui lui est arrivé. José raconte son histoire en disant qu'il est tombé dans un piège et que c'est pourquoi il lui est encore très difficile de se relever. José se laisse tomber par terre et dit qu'il est très heureux d'avoir rencontré les gars en cours de route. Liane se demande qui a posé tous ces pièges et Kuro suggère que ce sont les mêmes personnes qui ont fabriqué le piège sur lequel ils sont tombés plus tôt. José dit qu'il n'est pas du tout surpris que quelqu'un vole les autres, mais ajoute qu'il n'a rien, donc cela ne sert à rien de le voler. Lorsqu'on lui demande où est passée toute sa nourriture, José répond qu'il a tout mangé lorsqu'il est tombé dans le piège, provoquant la confusion parmi ses compagnons. Pendant ce temps, Karl et la bande campent pour la nuit quelque part sur l'île. Assis près du feu, Karl n'arrive pas à dormir et il est plongé dans ses souvenirs. Karl se souvient qu'il n'y a pas si longtemps, dans sa vie civile, dans laquelle il était un acteur à succès, il se tenait dans la chambre de son père lors d'une conversation importante. Le père tient Karl par les épaules et dit qu'aujourd'hui à l'aéroport, pendant la sécurité, un détecteur s'est déclenché, ce qui signifie que Karl est un surhomme enclin à la télépathie. Le père dit que c'est l'occasion pour Karl et qu'il devrait rejoindre l'ARK, ce à quoi Karl demande quoi faire du tournage auquel il participe. Le père s'emporte en disant que Karl entrera dans l'ARK et développera son talent, et ne s'engagera pas dans ce cirque devant la caméra. Avec un regard obsessionnel, le père de Karl lui dit que les télépathes deviendront de l'histoire ancienne une fois la guerre terminée et que Karl aura l'opportunité de diriger une nation entière. Ainsi, Karl s'est retrouvé à l'ARK, même s'il n'a lui-même jamais exprimé un tel désir. Tôt le matin, Mitri continue son dur entraînement aux côtés de Simon, qui le regarde en silence. Au bout d'un moment, Simon se demande si Dimitri a encore des forces, étant donné qu'ils n'ont plus à manger. Mitri répond que puisqu'il est un athlète, il doit s'entraîner dur pour devenir un grand combattant. Simon traite Dima d'idiot, disant que les télépathes ne se battent toujours pas à coups de poing. L'ennui de Simon fatigue Dima, et il dit à voix haute que Liane lui manque, avec qui il pourrait pratiquer ses talents de combattant. Le nom du personnage principal a un effet instantané sur Simon, et il s'illumine d'une énergie écrasante, interrogeant Dima sur le combat avec Liane. Dmitri, ayant enfin trouvé le point faible de Simon, remercie mentalement Liane de pouvoir désormais rivaliser en force avec ce blond. Pendant ce temps, Liane et sa compagnie ont aménagé un nouvel endroit dans la grotte, couvrant l'entrée avec une toile de tente et allumant un feu à l'intérieur. Liane discute de stratégie avec les autres, leur suggérant de rester ensemble jusqu'à la fin du procès. Le personnage principal décide que lui et Kuro partiront à la recherche de nourriture et de bois de chauffage afin d'avoir suffisamment de provisions pour le temps restant. Étant donné que José ne s'est pas encore remis de sa blessure, sur décision de Liane, il reste dans la grotte en tant que gardien. Liane estime que grâce à la pyrokinésie de José, ils ont toutes les chances de survivre à cet entraînement. Liane et Kuro trouvent un étang approprié, qui contient beaucoup de poissons capables de satisfaire leurs besoins alimentaires. Kuro demande si le personnage principal s'est pêché, mais Liane l'interrompt pour une conversation importante. Liane remercie sincèrement Kuro pour son aide, sans laquelle il n'aurait jamais pu s'en sortir. À la question de Kuro, Liane répond qu'il l'a sauvé hier et leur a trouvé un abri. Liane partage ses sentiments, disant qu'il pensait qu'il devrait s'occuper de Kuro. Cependant, en même temps, il réalisa qu'il ne pourrait pas faire cela pour toujours, car à l'avenir, il serait confronté à des épreuves de plus en plus difficiles. Cependant, sur l'île, Liane a vu que Kuro était un véritable génie de la télépathie. Selon Liane, Kuro a la force de les protéger toutes, alors il suggère de toujours se défendre les uns les autres, car c'est ce que font les vrais amis. Être reconnu par lui comme un ami rappelle des souvenirs à Kuro et il plonge au plus profond de son enfance. Kuro est né au Japon, mais est très vite devenu orphelin, sans même capturer son vrai nom du passé. Kuro n'est rien de plus qu'un surnom qui lui a été donné en raison de sa couleur de peau dans sa petite enfance. Kuro essaie de se débarrasser de toutes les intimidations qui lui ont infligées depuis son enfance à cause de sa différence et est inspiré par l'idée qu'il a enfin un véritable ami en qui il peut avoir confiance. En regardant la nouvelle manifestation plus puissante des capacités de Kuro, Liane est impressionnée, disant que cela a l'air très cool. Kuro se baisse jusqu'à l'eau, commençant à observer de près le mouvement du poisson et étudiant son comportement. Au fil du temps, Kuro comprend les mouvements du poisson et commence lentement à anticiper son prochain emplacement. Kuro attend patiemment le bon moment, observant le poisson attentivement.
Liane regarde Kuro, pensant que le potentiel de ses capacités est tout simplement incroyable et qu'il peut les aider à attraper du poisson même sans canne à pêche. Voyant la bonne opportunité, Kuro n'hésite pas à diriger ses pouvoirs vers le poisson. Kuro réussit à attraper le poisson et à le sortir de l'eau sous les acclamations de Liane. Après un certain temps, les gars ont attrapé une quantité suffisante de poissons et ont décidé qu'il était temps de le rapporter. Kuro a attrapé jusqu'à 8 poissons, ce qui est tout simplement un excellent résultat. Les gars se rapprochent de leur parking et, se protégeant du soleil éclatant, ils regardent autour d'eux. Ce qu'ils voient soudainement choque tellement Liane qu'il reste sans voix. Jetant rapidement le seau de poisson, il dit à Kuro de l'attendre ici et se précipite en avant, glissant le long du talus de terre. La grotte de nos héros donne encore une fois l'impression que quelqu'un s'y est trouvé, mais cette fois, à en juger par le tissu déchiré à l'entrée, il y a bien eu une bagarre. Liane se précipite vers la grotte, essayant de comprendre ce qui s'est passé et comment va José. Le personnage principal trouve José allongé à l'entrée, inconscient et, à en juger par son apparence, très roué de coups. Pendant ce temps, Dima et Simondel décident de mettre les choses au clair, et Simon attrape l'épée en bois qu'il y est lancée. Simon est surpris que Dima ait pris 2 épées pour s'entraîner à la survie au lieu de choses plus utiles. Dima répond qu'il a toujours voulu apprendre à se battre avec 2 épées, mais se demande ensuite pourquoi Simon a quand même accepté son défi. Simon répond que puisque Dimitri s'est battu avec Liane, cela signifie qu'il est le préfet de la classe B, et aussi le premier candidat à la promotion dans la classe de Simon, donc il veut s'assurer que cette décision est correcte. Dima se réjouit de l'opportunité de se battre et dit à Simon qu'il l'aime même. Les gars commencent le combat, se précipitant simultanément les uns vers les autres. Dima essaie de surprendre Simon en train de faire une erreur et, trouvant ce qu'il pense être le bon moment, balance sa main pour frapper. Cependant, grâce à sa bonne agilité, Simon esquive facilement l'attaque de Dmitri. Sans y réfléchir à 2 fois, Simon donne un puissant coup d'épée dans la poitrine de Dmitri. Cependant, Dmitri n'abandonne pas si facilement et non seulement reste debout après un tel coup, mais taquine également Simon en disant qu'il n'est pas impressionné par ce qu'il a vu. Profitant de la confusion de Simon, Dimitri effectue un puissant coup de croissant de lune, le forçant à reculer. Sans laisser à Simon le temps de récupérer, Dima se précipite en avant, tenant son épée prête. Dimitri déchaîne un barrage de coups sur Simon, avançant sur lui sans relâche, essayant de pousser Simon dans un coin. Saisissant l'instant, Simon esquive à nouveau le coup puissant de Dima et obtient une petite fenêtre pour frapper. Profitant de la courte pause, Simondel se place rapidement derrière Dmitri et lève la main pour frapper. Ayant réussi à réagir à temps, Dima esquive le coup de sifflet au dernier moment, se rendant compte qu'il a besoin de se concentrer davantage. Dima esquive le prochain coup puissant de Simon et tombe sur le dos. Cependant, faisant preuve de sens tactique, Dima fait rapidement tomber l'épée des mains de Simon d'un coup précis. Se levant rapidement, Dima lève son épée pour un puissant coup final. Cependant, Simon a encore un dernier atout dans sa manche, qu'il met immédiatement à profit. Utilisant ses pouvoirs, Simon lève son épée en bois en l'air et l'abat sur le dos de Dima. Après avoir gagné le combat, Simon admet qu'au corps à corps, la victoire aurait bien sûr été celle de Dima, mais selon ses propres mots, les télépathes ne combattent pas en utilisant des moyens conventionnels. En effaçant le sol de son front et en soulevant ses cheveux, Simon se demande quelle est la force de Liane par rapport à Dima. Liane, quant à lui, essaie de ramener José à la raison, essayant de découvrir ce qui s'est passé. José dit qu'il va bien et qu'il est vivant, donc Liane peut arrêter de crier si fort. Les gars allument à nouveau un feu, assoient José contre le mur et lui demandent ce qui s'est passé et qui l'a battu comme ça. José admet que c'est l'œuvre de Karl et de sa bande, qui l'ont surpris alors qu'il était en service. José dit à Liane que Karl a une équipe de cette personne et qu'il devrait trouver un nouveau camp avant de revenir. Rempli de détermination et d'une soif de vengeance, Liane refuse José, disant qu'ils feront les choses différemment. Selon Liane, il ne tolérera pas que quiconque intimide ses amis. José regarde Liane avec approbation, soutenant son idée. Les gars quittent la grotte pour trouver un nouveau camping, permettant à Karl et à la bande d'emménager dans leur emplacement actuel. Selon le plan de Liane, il serait préférable d'attaquer Karl sous le couvert de l'obscurité. Quelques heures plus tard, Liane et Kuro sont en embuscade, surveillant leur agresseur à distance. Comme Liane s'y attendait, le gang a occupé sa grotte et a mis 2 gars avec des bâtons en garde. Liane dit à Kuro qu'ils commenceront quand il sera prêt. Ce à quoi il accepte et rassemble ses pensées. Kuro se souvient que Liane était le seul à croire en lui et qu'avec son aide, il peut faire face à tout le monde. Kuro concentre sa volonté et soulève par télékinésie plusieurs pierres devant lui, en visant bien. Après avoir attendu un moment, Kuro tire des pierres sur les délinquants, tandis que Liane se prépare à attaquer depuis une embuscade. Les pierres ont frappé avec précision les hooligans, les neutralisant rapidement. Karl et les autres entendent les cris de leurs camarades et décident de sortir en courant de la grotte. Ceux qui manquent sont immédiatement recouverts de pluie et de pierres, leur faisant perdre leur vigilance et leur concentration. Profitant de cela, Liane tend une embuscade aux hooligans avec une lance en bois.
Avec une série rapide de coups bien ciblés, Liane assomme tous les hooligans, et il ne reste plus qu'à punir Carl. Carl quitte la grotte, observant ses camarades vaincus et Liane debout à côté d'eux. Liane se prépare au combat, pointant sa lance vers Carl. Carl est surpris de voir le personnage principal et ne croit pas qu'il en ait tué 6 à lui seul. Il suppose qu'il doit y avoir quelqu'un d'autre ici et demande à Liane avec qui il est venu ici. Liane dit à Kuro de sortir et de ne pas intervenir, car il peut gérer ce combat seul. Liane dit qu'ils sont venus venger José et que Carl avait tort s'il pensait pouvoir s'en tirer avec ses actes. Carl dit qu'il est fatigué de tout cela et que cette fois, Liane ne s'en sortira pas. Liane serre l'arme plus fort, disant à Carl d'attaquer au lieu de remuer la langue. Provoqué par Liane, Carl pousse un cri de guerre et saute sur Liane, balançant son épée en bois. Avec aisance, Liane esquive le coup et contre-attaque puissamment, frappant Carl à la joue. En colère contre le coup qu'il a reçu, Carl tente de contre-attaquer Liane, mais il esquive à nouveau. Immédiatement, Anne frappe avec précision Carl à la poitrine, le déséquilibrant. Carl, à peine debout, essaie de reprendre son souffle, et Liane se tient à proximité, se demandant s'il traverse une période difficile après seulement quelques coups. Il ajoute que ce n'est que le début, alors Carl ferait mieux de se préparer à ce qui va arriver. Carl entre en colère contre les paroles de Liane et, serrant plus fort son épée, crie qu'il ne devrait pas se montrer. Carl a tenté d'attaquer à nouveau, mais n'a reçu que d'autres coups de Liane. Après une série de coups, Liane termine avec un autre coup de poing au visage, qui envoie Carl voler. Carl tombe bruyamment au sol, subissant suffisamment de dégâts pour ne pas pouvoir se battre correctement. Ne croyant pas ce qui se passe et que Liane est si fort, Carl essaie de ramper sur le côté. Liane dit que José était mort et demande pourquoi ils ont dû le battre si fort. Carl se met en colère contre Liane, croyant qu'il le méprise et se perd dans ses souvenirs. Il se souvient qu'au cours de sa vie paisible, il était un acteur à succès en Allemagne et promis un grand avenir. Il se souvient alors de son père, dont les ambitions ne finissent jamais, qui lui rappelle que s'il devient télépathe, il conquérira son pays. Carl dit à Liane qu'il a parcouru un long chemin dans ses études et qu'il ne le laissera pas se mettre en travers de son chemin. Carl profite du moment et jette du sable dans les yeux de Liane pour l'aveugler temporairement. Après avoir baissé sa garde, Carl envoie Liane voler avec un coup de poing sournois au visage. Kuro voit ce qui se passe et court pour aider son ami. Dès qu'il sort des buissons, il voit Carl battre Liane, impuissant. Alors que Kuro s'approche, Carl lui ordonne de rester immobile. Kuro regarde avec horreur Carl continuer à battre le personnage principal. Liane tombe au sol, inconscient, après avoir été frappé trop de fois, et Carl tourne son regard vers Kuro. Prenant l'épée en bois, Carl dit qu'il leur donnera une leçon et commence à s'approcher de Kuro. Reprenant enfin le contrôle de lui-même, Kuro utilise son énergie pour ramasser une pierre et la lancer directement au visage de Carl. Ne parvenant que miraculeusement à intercepter la pierre avec sa main, Carl se met en colère face à l'insolence du garçon. Kuro n'abandonne pas et essaie de prendre quelques pierres supplémentaires, disant à Carl de ne pas toucher Liane. Carl parvient à réduire la distance et à se rapprocher dangereusement de Kuro afin de l'empêcher d'utiliser ses pouvoirs. Après avoir attrapé Kuro, Carl lui dit qu'il ne l'a pas aimé tout de suite et se demande comment une personne aussi inutile que Kuro s'est retrouvée dans la RK. Emporté par sa tirade, Carl ne remarque pas comment Liane, qui a repris ses esprits, apparaît derrière lui. Liane met fin à ce combat, en voyant Carl s'envoler d'un puissant coup au visage. Liane rappelle à Carl qu'il ne s'est caché que derrière les 6 pendant tout ce temps. Selon Liane, presque tout le monde sur cette île est meilleur et plus utile que Carl, car malgré la complexité de leurs personnages, au moins ce ne sont pas des canailles. Liane, ne retenant pas sa colère, dit à Carl qu'il n'est qu'une nullité parmi d'autres. Après ces mots, le personnage principal lance une lance levée du sol et l'abaisse rapidement sur Carl. Liane l'a épargné en heurtant le sol à quelques centimètres du visage de Carl. Li part en disant que si Carl met à nouveau le doigt sur ses amis, il ne s'en sortira pas si facilement. Carl reste allongé sur le sol, admettant qu'il n'a jamais vraiment voulu être télépathe. Les héros partent pour leur nouveau site, laissant Carl mentir et pensant qu'à la fin de l'épreuve il quittera volontairement l'arc. Liane et Kuro reviennent indemnes au parking, où José les attend déjà. Les prochains jours de survie sur l'île se déroulent rapidement et sans incident, grâce aux nouvelles capacités de Kuro et à l'élimination de Carl et de sa bande. Une semaine après le début du test, les hélicoptères RK reviennent sur l'île pour récupérer leurs cadets. Liane et ses amis les regardent, disant qu'ils ne voudraient jamais répéter l'expérience. Le reste des membres se rassemble autour de Liane et de ses amis et les remercie pour tout ce qu'ils ont fait. Ils remercient les gars d'avoir partagé leur nourriture et vaincu le Carl, afin que tout le monde puisse survivre. Le Major John Red contacte tous les étudiants et dit que le test a réussi et que tout le monde a bien réussi. Il ajoute toutefois que chacun doit monter à bord des hélicoptères dans l'ordre dans lequel ils sont appelés. Après avoir rassemblé tous les participants, répartis en groupes, les hélicoptères de l'arc décollent et quittent la zone de test pour rentrer chez eux. Le sergent John Red examine attentivement l'équipe d'étudiants composée de Liane, Kuro et Dmitri avec Simon.
Le sergent raconte aux participants que les instructeurs ont suivi l'évolution de leur formation, et ont décidé à l'unanimité de les garder tous les 4. Avec sa manière sinistre caractéristique, John Red informe les gars qu'il ne s'agissait pas d'un entraînement ordinaire, mais d'un test pour déterminer le sauveur de l'humanité. Le sergent dit que Liane et les 3 autres membres sont les seuls à avoir gagné le droit de passer en 2e année. Après un certain temps passé au CRA, les étudiants ont un rare jour de congé, il n'y a donc personne sur la cour de récréation. José entre dans la chambre de Liane et l'invite à jouer sur le terrain de jeu en l'honneur du jour de congé. Liane lève les yeux vers José, convenant que les week-ends sont très rares, alors autant le célébrer. José demande à Liane s'il sait même jouer au football, ce à quoi il répond qu'il a déjà joué. Les gars se rassemblent sur le terrain de football et sont répartis en équipes. La première équipe est composée de Liane, Kuro et José, et leurs adversaires sont Dmitri et Simon. Les gars commencent le match et Liane affronte Dmitri en tant qu'attaquant des 2 équipes. Lors du match de football des enfants à Arc, un conseil se réunit pour promouvoir les élèves en 2e année. Le président du conseil est le chef d'état-major de la République autonome de Crimée, Alexandre Lecor. La chef du corps médical, Sacha Gress, est également présente à la réunion et demande à parler de 4 candidats à la promotion. Le chef d'état-major estime qu'il n'y a aucun problème avec le transfert de Dmitri et Simon, car ils ont montré leur remarquable capacité télépathique. Cependant, le patron n'est pas sûr des autres, car le potentiel énergétique de l'IA est resté à un niveau faible et ce n'est que grâce au sergent Red qu'il n'est pas resté en classe D. Alexander Lecor se demande pourquoi ils doivent le transférer en 2e année. L'instructeur Wechen dit que Liane possède non seulement de bonnes compétences en combat au corps à corps, mais aussi de la patience et de la volonté, qui sont toutes des qualités nécessaires pour un combattant. Le chef d'état-major s'étonne que Wechen fasse autant l'éloge du combattant, affirmant que c'est très rare pour lui, tandis que l'instructeur John Red comprend parfaitement qu'il s'agit d'une mesure nécessaire pour que Liane soit transférée en 2e année. Le sergent John Red ajoute qu'en plus de son grand potentiel en télékinésie, il a été émerveillé par la capacité de Liane à contrôler la situation. Pendant ce temps, Liane déborde tactiquement Simon d'elle en utilisant des manœuvres de football astucieuses. En approchant du but, Liane marque facilement un but avec un tir bien ciblé au but. Après avoir écouté le discours des instructeurs, le chef de cabinet demande de passer au candidat suivant. José court vers Liane et dit qu'il ne pensait pas que Liane était si bon avec le ballon. Dimitri taquine Simon en lui disant qu'il pensait que les Anglais étaient bons au football, ce qui le met en colère. Le chef du service médical frappa violemment la table avec sa main. Elle pense que Kuro est le candidat le plus faible en termes de santé mentale, ce qui est très important. Selon elle, lorsque les étudiants entrent en 2e année, la chose la plus importante pour survivre à la transformation corporelle est l'endurance mentale. Sacha Gress pense que de telles indulgences pourraient facilement tuer le garçon. John Red lui dit que la télékinésie de Kuro est à l'un des niveaux les plus élevés et surpasse de nombreux talents célèbres. Le chef d'état-major note à juste titre que dans ce cas, la question n'est pas de force, mais d'endurance. John Red répond que c'est pourquoi il propose de transférer Kuro avec Liane, puisque ce dernier a une grande influence sur Kuro, jouant le rôle d'un frère aîné. Le chef d'état-major enlève ses lunettes et se frotte les yeux, demandant au sergent pourquoi tout cela revient encore une fois à Liane. Le patron demande si le sergent veut vraiment que Liane soit transférée en 2e année. Il y a un silence dans la salle et l'instructeur John Red et Wechen se regardent, attendant la décision du chef de cabinet. Pendant ce temps, les garçons continuent leur match intense et Liane lance une nouvelle attaque. Après avoir dépassé plusieurs défenseurs, Liane fait une passe opportune à José, lui permettant de poursuivre son attaque. José remercie Liane pour la passe et tente de se frayer un chemin vers le but adverse. Après avoir dépassé les 2 derniers défenseurs, José se précipite vers le but pour décocher le dernier tir. Le gardien adverse se prépare à intercepter le ballon en se levant et en se concentrant. Simon et Dmitri commencent à couvrir José par l'avant, et d'autres attaquants s'approchent par derrière. Sans se laisser décourager, José donne au dernier moment une passe à Liane pour qu'il tente de marquer un but, profitant de l'élément de surprise. Liane ne laisse pas tomber José et frappe avec confiance, envoyant rapidement le ballon dans le but. L'équipe de Liane se réjouit d'une autre manœuvre victorieuse et crie des phrases victorieuses. Liane et José se serrent la main, se félicitant mutuellement de leur décision tactique. Le sergent John Red arrête le jeu en disant que c'est assez pour aujourd'hui. Selon le sergent, la réunion est terminée et les résultats seront annoncés prochainement, mais comme tout le monde est là, il les annoncera tout de suite. Selon le sergent Liane, Dmitri, Kuro et Simon ont tous été approuvés pour un transfert en 2e année. José s'approche de Liane, pose sa main sur son épaule et le félicite pour sa promotion. Liane et José échangent des compliments, se disant qu'ils ont bien joué. Liane tend la main en guise d'adieu. Le sergent dit aux enfants d'en finir et de retourner dans leur chambre. Alors que tout le monde se dirige vers leurs bâtiments respectifs, Liane se tourne vers le sergent pour lui crier dessus. Liane remercie le sergent pour son aide, car il pense que c'est grâce à lui qu'il a reçu une promotion en classe B.
Liane estime également que le passage en deuxième année a probablement été réalisé précisément grâce au sergent. Le sergent dit qu'il n'est pas sûr d'avoir un quelconque mérite dans cette affaire, mais prévient Liane qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Le sergent dit que si le personnage principal termine sa deuxième année, ils se reverront et lui souhaitent de survivre. Liane salue respectueusement le sergent et part vers son corps. Le soir arrive, et nos héros s'apprêtent à se rendre au bâtiment médical pour la procédure de passage en deuxième année. Les 4 héros se rassemblent près du stade et réfléchissent à ce qui les attend ensuite. Liane demande aux autres où se trouve le deuxième bâtiment médical. Kuro est nerveux, mais Liane le calme en lui tapotant l'épaule et en lui disant qu'ils seront ensemble, donc il n'a rien à craindre. Kuro exprime ses craintes, disant qu'il a très peur, car leurs corps vont être changés et l'inconnu lui fait peur. Dmitri, au contraire, est très heureux que son corps change et qu'il ne fasse que devenir plus fort, alors l'équipe le suit jusqu'au deuxième bâtiment médical.